Farid, depuis quand est-ce qu'on essaie de programmer le jeu de Go et pour quelles raisons? Merci Brad. Alors on essaye de programmer le jeu de Go depuis environ les années 30. C'est un personnage que tout le monde connaît, qui est resté dans l'histoire, qui s'appelait Alan Turing, qui a été donc le père de l'informatique en fait, et qui a été l'un des premiers à montrer l'intérêt de la programmation du jeu de Go. Alors pourquoi? Parce que quand vous regardez les différents jeux qu'on connaît, le jeu de stratégie, on a bien sûr le jeu d'échecs, on a le jeu de Go, on a le jeu de dames, etc. Parmi tous ces jeux, le plus complexe, c'est le jeu de Go. Quand vous regardez le nombre de possibilités que nous avons au jeu de Go, il y a, donc pour le jeu d'échecs, on est à peu près à 10 puissance 100 parties possibles. Pour le jeu de Go, on est à 10 puissance 800 parties possibles. Alors 10 puissance 800, pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça représente, il faut tout simplement savoir que le nombre d'atomes, l'estimation du nombre d'atomes dans l'univers, c'est environ 10 puissance 80. Donc à 10 puissance 800, on est sur un chiffre qui est supérieur au nombre d'atomes dans l'univers. Donc toute l'idée de ces chercheurs, c'était de se dire, mais finalement, le jeu de Go, c'est quoi? C'est prendre des décisions dans un environnement extrêmement complexe. C'est prendre des décisions dans un environnement qui est si vaste que je ne sais pas comment trouver la bonne décision. Alors, quand vous prenez une décision, habituellement, alors je vais comparer avec, par exemple, le jeu d'échecs, vous avez besoin de critères de choix. Alors, imaginons une décision très simple pour venir à Nantes. Pour venir à Nantes, si vous habitiez à Lyon comme toi, vous avez plusieurs façons de venir à Nantes, plusieurs décisions possibles que vous allez comparer entre elles. Vous allez comparer, par exemple, tout à l'heure nous parlions du bilan carbone. Quel est le bilan carbone si jamais je prends le train? Quel est le bilan carbone si jamais je prends la voiture, etc. etc. Quand vous avez le jeu d'échecs, quand vous avez plusieurs options, plusieurs décisions à prendre, vous allez tout simplement regarder, par exemple, si je prends une décision A, je perds ma dame, ou une décision B, je perds un pion. Vous allez évidemment préférer prendre la décision, vous allez perdre votre pion plutôt que votre dame. Le problème dans le jeu de Go, et c'est pourquoi nous cherchons donc à programmer le jeu de Go, c'est que malheureusement, tous les pions au jeu de Go, toutes les pièces sont équivalentes. Donc quand j'ai un choix à faire, je ne peux pas, comme aux échecs, trouver un critère pour décider. Bon, finalement, le seul critère qui va revenir au jeu de Go, c'est est-ce que si dans un temps très long, à la fin de la partie qui dure environ 300 coups contre 60 aux échecs, est-ce qu'au bout de 300 coups, j'ai perdu ou j'ai gagné? Donc d'où ce défi de vouloir programmer le jeu de Go, environnement extrêmement complexe. Et donc des années, on va dire 40 aux années, en gros 2015, tous les chercheurs en informatique, en intelligence artificielle, ont tenté de programmer le jeu de Go, comme ici Vincent Le Cerf qui est ici quelque part dans la salle. Malheureusement, nous n'y arrivons pas. Et tout le monde disait il va falloir attendre encore plusieurs générations, voire plusieurs siècles, avant de réussir à parvenir à programmer le jeu de Go. Et il y a eu un événement, donc je réponds à ta question, ta deuxième question. Oui, donc quelles sont les dernières avancées entre le jeu de Go et l'intelligence artificielle? Alors la grande avancée, c'est 2015-2016. En 2015-2016, en janvier 2016 pour être très précis, est publié un article dans une revue américaine prestigieuse que vous connaissez tous, j'imagine, qui s'appelle Nature, et qui annonce que l'entreprise que tout le monde connaît, Google, par sa filiale DeepMind, a réussi à programmer le jeu de Go et à battre, à l'époque, d'abord le champion d'Europe de jeu de Go. Ensuite, assez rapidement, est organisé un match contre le vice-champion du monde de jeu de Go en mars 2016. Et à la surprise générale, à la surprise de tous les chercheurs, de tous les participants du monde entier, alors je vous recommande, il y a un très très beau documentaire qui s'appelle AlphaGo qui raconte un petit peu toute cette aventure. Et donc, à la surprise générale, l'être humain, donc le vice-champion du monde de Go, perd contre le logiciel de Google. Donc c'est vraiment une révolution. Quelque chose qu'on pensait ne jamais voir. Tout d'un coup, 2016, malheureusement, défaite de l'être humain contre un programme de Google. Et donc, quelles sont les leçons qu'on peut retirer de cette victoire d'AlphaGo? Alors, il y a plusieurs leçons à retirer là. La toute première, une chose assez frappante, c'est que quand vous regardez des parties jouées par AlphaGo, donc par ces intelligences artificielles, que vous les mélangez avec des parties jouées par des êtres humains, vous ne savez pas distinguer si c'est l'humain qui joue ou l'intelligence artificielle qui joue.
Donc la conséquence, c'est quoi? C'est tout simplement de dire que finalement, ces intelligences artificielles, car il y a maintenant plusieurs programmes, il n'y a pas que AlphaGo, il y a des programmes de Facebook, d'entreprises chinoises, d'entreprises coréennes, etc. etc. Ces IA, en fait, jouent exactement comme les êtres humains. C'est-à-dire qu'elles prennent des décisions exactement comme le font les êtres humains. Donc pour nous, ce qui est même d'un point de vue philosophique extrêmement intéressant, c'est que ces grands principes de prise de décision dans un environnement complexe que nous avons découvert de façon empirique en 4000 ans de pratique, ils ont finalement été validés par des intelligences non humaines, toutes ces IA qui jouent au Go. Donc la grande découverte pour nous, le plaisir que nous avons ressenti, c'est que finalement, les grands principes de prise de décision que nous avions découverts de façon empirique ont été validés par une intelligence non humaine. Donc ça, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle, car nous avions peur que finalement, qu'un jour, quand on réfléchissait il y a une vingtaine d'années à la programmation du jeu de Go, on se disait, mais peut-être qu'un jour, ces IA, si jamais un jour elles arrivaient, elles émergeaient, elles vont nous montrer que toute notre connaissance, en fait, au jeu de Go est fausse, que toutes nos 4000 ans de pratique, finalement, tous ces principes que nous pensions avoir découverts en matière de prise de décision, en matière de stratégie, sont faux. Ben non, ils ont été validés par ces IA. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Dans les très bonnes nouvelles aussi, on s'est rendu compte que finalement, pour prendre des décisions, ces IA font à peu près comme nous. Elles utilisent ce que nous appelons normalement en stratégie une boussole stratégique. C'est-à-dire que nous avons eu des situations où les commentateurs humains pensaient que le meilleur coup pour un être humain aurait été de faire tel coup, d'avoir tel gain territorial. Nous sommes sur un jeu de conquête territoriale. Et on se rendait compte que la machine ne jouait pas le coup, ne faisait pas son gain que tous les humains auraient pris. Alors on s'est demandé, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que, alors que la machine devrait faire un gain, elle ne le prend pas, son gain? Eh ben, on a découvert que c'est parce qu'en fait, la machine, contrairement aux êtres humains, elle fonctionne avec une vision à très long terme. L'être humain veut faire des gains immédiats, alors que la machine, elle pense à sa vision à long terme, qui est tout simplement de gagner la partie. Et elle se fiche, à un instant T, elle peut faire un gain ou pas. Tout ce qu'elle regarde en permanence, c'est sa vision à très long terme. Ce qui valide ce que nous avons nous appelé dans la stratégie chinoise une boussole stratégique, c'est que toute prise de décision à un instant T doit toujours être regardée à sa vision, à son objectif final. L'intérêt, ce n'est pas d'avoir un gain immédiat, l'intérêt, c'est de toujours avoir à l'esprit sa vision, sa raison d'être pour une entreprise, son objectif à très 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 long terme. Donc ça, c'est une grande découverte, une grande découverte à la fois pour nous, nous l'avions déjà découvert, mais une validation de quelque chose que nous avions découvert de façon empirique. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Merci Farid, est-ce que tu as un mot de la fin? Alors oui, sur le mot de la fin, je viens de voir, hier est sorti un article rédigé par des chercheurs de l'université américaine de Princeton et qui annonçait qu'ils avaient étudié la prise de décision de joueurs de Go sur 70 ans, avec 6 millions de parties jouées par des êtres humains de 1950 à peu près à nos jours, pour savoir si dans leur prise de décision, le fait d'avoir été aidé par des algorithmes tels AlphaGo avait fait progresser la connaissance humaine ou pas. Si les humains prenaient, maintenant qu'ils peuvent être aidés par des IA, de meilleures décisions ou pas. Et à leur grand étonnement, ils ont découvert que oui, que depuis l'émergence d'AlphaGo en 2016, le niveau des êtres humains qui se sont inspirés des IA a progressé. Donc la conclusion de leur article, c'est de dire que finalement, contrairement à une peur que nous avons tous, l'IA peut nous aider à prendre de meilleures décisions. Que finalement, l'IA peut être une aide et non pas uniquement un danger pour nous, êtres humains, pour prendre de meilleures décisions pour le futur. Merci beaucoup pour ce mot d'espoir. On applaudit.